Merci pour l'honneur que vous nous faites de regarder ce numéro qui aujourd'hui sera à la dimension d'un cours magistral universitaire, justement en raison des personnes que nous sommes allés chercher pour vous cet après-midi. Mesdames, Messieurs, bonjour, laissez-moi vous présenter nos invités du jour. Alors aujourd'hui, honneur aux hommes, messieurs, bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors vous êtes étudiant en licence 3, vous faites le droit privé à l'université. Tout à fait. Et vous êtes passionné des analyses juridiques. Vous l'avez si bien dit. À votre droite, un grand frère, monsieur Konomboe Anima, bonjour. Bonjour monsieur Yambi. Également étudiant en droit public. Et vous êtes très engagé dans la vie associative. Oui, j'aime bien tout ce qui fait dans l'association parce que ça unit les hommes. Et des hommes unis, c'est des hommes forts. Vous les juristes, au-delà du fait que vous parlez bien, vous habillez aussi bien, tout le monde est en veste cet après-midi, c'est très bien. Le principe est le même, on garde le meilleur pour la fin. À votre droite, une charmante demoiselle, Donga Lou Reine, bonjour à vous. Bonjour Monsieur Marvin. Comment va, cher ami? Je vais très bien, merci. Et vous, Alors, j'espère aussi. Pardon? Vous allez bien, j'espère aussi. Alors, moi je suis en forme, j'ai pris un verre d'eau avant de démarrer. Merci. Vous êtes étudiante en master 1, vous faites le droit privé. Justement parce que je suis passionnée de la science juridique et tout particulièrement le droit privé. Bon, là, tout de suite, avant de rentrer dans le vif du sujet, si on faisait un distinguo entre les publicistes et les privatistes, c'est comme ça qu'on dit? Un petit distinguo. La seule distinction, enfin, sinon la grande distinction qu'il y a, c'est que nous, les privatistes, nous nous intéressons au rapport privé, c'est-à-dire rapport entre particuliers, alors que les publicistes qu'ils parlent d'eux-mêmes. Les publicistes, qu'est-ce que vous faites? Nous, les publicistes, on s'intéresse plus à l'intérêt général. Okay. Pour nous, c'est ça qui importe. Dès que l'intérêt général est violé, nous sommes là. Bon, alors à nos côtés, on a un magistrat de renom, Madame Linda Bongo. Bonjour à vous. Bonjour. Née en 3 décembre, vous êtes titulaire d'un diplôme d'études judiciaires à l'École nationale de la magistrature. En octobre 2007, vous prêtez serment avant d'être juge au tribunal de Libreville jusqu'en juin 2017. Oui. Et finalement, vous êtes promu au rang de substitut du procureur général auprès de la Cour d'appel. C'est cela. Madame Linda, quelque chose à ajouter sur votre présentation? Je vais préciser le distinguo entre le droit privé et le droit public. C'est très le droit bien. privé, c'est entre particuliers, personnes privées et personnelles. Okay. Le droit public, c'est quand l'État intervient. C'est le droit administratif, plus précisément. Ça veut dire que nos amis, les étudiants, ne sont pas à jour avec leurs cours. Oh, si, ce qu'il a dit n'est pas faux, mais j'ai juste précisé. Elle a apporté une précision que j'allais faire. Le temps ne nous le permettait pas. Tout se passe très vite sur le plateau. Alors cet après-midi, nous essayons de tabler sur la question des violences faites sur mineurs. C'est un fait social qui récurremment a surgi dans nos sociétés africaines et nous allons peut-être commencer par les violences intrafamiliales. Madame Linda, les jeunes gens, les enfants aujourd'hui, les mineurs sont en proie à plusieurs violences. Papa est fâché, maman est fâchée, ce sont des violences verbales ou de l'huile sur le corps d'un enfant. Les enfants, ils subissent pas mal de choses. Les enfants subissent pas mal de violences. Il faut avoir comprendre que les enfants ont plusieurs droits. Okay. D'abord, le droit d'être mis à l'école, le droit à la protection, à l'éducation et à l'alimentation. Ce sont des droits bien précis. Et bien entendu, malheureusement, nous sommes en Afrique. Donc, les violences corporelles des parents faites aux enfants ne sont pas vraiment prises en considération par notre système judiciaire. On prend ça pour l'éducation. Vous allez venir au tribunal ou bien vous allez venir à un commissariat dire mon père m'a frappé parce que j'ai fait une bêtise. On va dire retourne à la maison. On va pas dire que oui, on va rédiger une plainte. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je parle en tant que praticienne. En tant que praticienne. Mais c'est vrai que si les sévices corporels sont quand même d'une gravité extrême, un enfant qui est brûlé au 3e degré, effectivement, les parents auront des comptes à rendre auprès de la société. Mademoiselle Lou, j'ai bien prononcé votre nom. Très bien, même. C'est un sujet que nous devons de mettre sur la table aujourd'hui. Oui, justement, parce que effectivement, c'est déplorable de constater de tels sévices appliqués à ces enfants, à ces êtres qui sont aussi vulnérables. Et déjà, moi, je définirais d'abord les violences comme étant tous ces mauvais traitements infligés à un individu, de quelque nature que ce soit. En parlant de quelque nature que ce soit, je fais allusion aux violences physiques et aux violences morales. Donc, et ce sont des violences bien évidemment qui sont déplorables et il faudrait multiplier les actions pour pouvoir parvenir à éradiquer ce phénomène. Monsieur Lemba, quelle définition vous donnez des violences? Merci. Alors, de manière lapidaire, je pourrais définir la violence comme étant toute atteinte physique ou psychique faite sur la personne d'autrui. Voilà.
Monsieur Animba, on va mettre le code pénal à côté, on va mettre les cours à côté. Vous, en tant qu'individu, comment est-ce que vous percevez le phénomène justement? Bon, mais mes confrères ont très bien emboîté le pas. Les violences faites aux mineurs est un sujet délicat, dans ce sens où il perturbe une partie de la population. Et cette partie implique des personnes faibles, des personnes qui n'ont pas de quoi se défendre, des personnes sans expérience. Malheureusement, ces personnes sont sous les coups, parfois, de personnes plus grandes, plus fortes. Et ça traumatise. Voyez-vous un enfant de 8 ans, 7 ans, battu par un adulte de 22 ans qui a déjà roulé à cette bosse, vous imaginez l'impact des coups, assez sur son corps, maintenant sur son mental. Et j'estime que les États, les autorités devraient de mieux en mieux réfléchir sur la question. Voilà. Madame Linda, puisque vous êtes praticienne, on se rend compte que les violences faites aux enfants sont très souvent occultées. Et il y a ce qu'on appelle, sous d'autres cieux, notamment au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ce qu'on appelle la maltraitance des enfants. C'est-à-dire des enfants qui sont confiés. Le parent n'a pas les moyens de subvenir aux besoins de son enfant. Il est chez la tante, il est chez la petite nièce. Et là-bas, le type, il est maltraité. Mais ce sont des choses qui ne remontent pas au bout du jour. La justice ne voit pas, la justice ne... Non, je tiens à préciser que depuis 2 ans, l'esclavage des enfants est pris au sérieux par le ministère de la Justice. Le nouveau ministre garde des Sceaux, lors de notre dernière audience criminelle, a vraiment mis l'accent sur le trafic d'enfants. Et les 3 trafiquants que nous avons eus devant nous ont eu des peines de prison assez lourdes. Le trafic d'enfants est puni au Gabon. Un enfant mineur ne peut pas travailler. C'est interdit de faire travailler un enfant mineur. Un employeur qui prend sous son aile un enfant mineur qui n'est pas émancipé sans l'autorisation des parents est poursuivable de peine de justice. Ne vous focalisez pas uniquement sur les violences corporelles. Hein. Les violences corporelles sont celles qui nous sautent aux yeux, que tout le monde voit. Mais moi, ce qui me dérange dans les violences corporelles, par exemple, c'est pas le silence des enfants, c'est pas l'inertie du gouvernement, c'est les voisins, les riverains. Vous voyez par exemple un monsieur qui est en train de taper son enfant, qui prend par exemple une machette pour taper son enfant, tout le monde se tait, personne ne va saisir la police, personne ne va appeler le commissariat. C'est ça qui est dangereux. Une fois que la population va prendre l'exemple, parce que dans les pays par exemple européens, si vous maltraitez votre enfant et que tout le monde est au courant, on appelle la police intervient. Est-ce que quelque part c'est pas dû à la méconnaissance de nos droits justement? Justement, il faut multiplier et moi je pense qu'il faut même mettre dans les écoles le système encore d'éducation civique pour que tout le monde puisse savoir qu'il y a non seulement les violences corporelles, il y a les violences morales, il y a les violences sexuelles et puis il y a la violence que moi j'appelle la violence sous-jacente en fait, où on ne vous laisse rien faire, on vous fait croire que vous n'avez droit à rien, vous n'avez pas droit d'aller à l'école, vous n'avez pas le droit de vous habiller correctement, vous n'avez pas droit à une alimentation saine. Il y a des enfants qui ne mangent pas, qui sont privés d'aliments pendant des jours comme punition. Ça pour moi ce sont aussi des sévices. Mais tout le monde se focalise sur des sévices corporels qui pour moi ne sont que comment on dit ça dans un mot français, le début de l'iceberg en fait. La face visible. Voilà, la face visible de l'iceberg. Mais c'est beaucoup plus étendu que ça. Parce que les enfants, la jeunesse, représentent le futur d'un pays. C'est très clair. Si nous avons en face de nous des enfants qui ont été maltraités, martyrisés, à qui on a ôté toute volonté, à qui on a ôté toute capacité de se battre, on aura des enfants inertes et passifs à tout. C'est ce qui est dangereux en fait. Puisque nous parlons justement d'enfants confiés, de maltraitance, on va écouter notre confrère du Bénin qui va nous faire un éclaircissement sur ce sujet. Salut, c'est Patrick Betomain depuis Cotonou, Bénin. Alors, la question de la maltraitance des enfants est une problématique qui reste d'actualité dans les sociétés béninoises et qui est souvent évoquée sous l'angle du phénomène Vilomengon, une expression fon, une langue béninoise qui signifie littéralement enfant placé. Il n'y a pas si longtemps, un documentaire évoquait le phénomène de maltraitance comme un esclavage moderne au Bénin. Le qualificatif est peut-être trop exagéré, il a d'ailleurs fait polémique.
Mais il faut avouer que la question des enfants placés reste en totale violation des diverses législations béninoises, notamment celles qui interdisent le travail forcé et garantissent le droit à l'instruction de l'enfant, l'intégrité physique, psychique, morale des mineurs. Alors, malheureusement, le phénomène est très ancré sociologiquement et malgré le chapelet d'action des gouvernements et des activistes en droits humains, l'exploitation des enfants perdure, ces enfants qu'on retrouve de nos jours dans les grands marchés et dans toutes les rues. Merci très cher Patrick pour cet éclaircissement. Alors Madame Linda, si vous permettez, on a regardé un rapport de l'UNICEF qui nous disait que 15 millions d'adolescentes âgées de 15 à 19 ans ont subi des rapports ou autres actes sexuels forcés au cours de leur vie. En tant que magistrat, qu'est-ce que ça vous évoque? 15 millions d'adolescentes. Bon là après c'est un rapport international qui n'est pas directement axé seulement sur l'Afrique, sur le Gabon, mais 15 millions c'est un chiffre quand même qui devrait nous alerter. C'est gravissime. C'est gravissime et c'est scandaleux. Pour la mère que je suis, ça me choque énormément. Mais ça part encore de l'éducation, du dialogue. Parce que beaucoup de personnes, de parents, prennent le sexe comme un sujet tabou. Si ces actes se perpétuent, c'est parce qu'il n'y a pas assez de dénonciation. Et pour que ces actes soient dénoncés, il faut que les enfants aient le courage de pouvoir dénoncer, aient l'écoute pour pouvoir le faire. Mais quand vous ne pouvez même pas parler à vos parents de tout ce qui est sexuel, de tout ce qui est interdit, vous êtes obligé de garder ça pour vous parce que les prédateurs sexuels ont deux types de modus operandi. Soit d'abord ce sont des proches. En Afrique, en tout cas moi je me contente à ce que je sais. Okay. En Afrique, je n'ai jamais entendu qu'un monsieur s'est levé, il est passé devant une maison, il a kidnappé l'enfant et puis là il le violé. Non. C'est toujours quelqu'un voisin de la cour commune, un oncle, un grand-père. C'est toujours dans le périmètre proche de l'enfant. Où on attire l'enfant avec quelque chose, on la pâte avec un appareil électronique, des bonbons, de l'argent. Et ensuite, ce sont les menaces. Si tu dis à ton père ou à ta mère, je veux te tuer ou je veux faire ceci, cela. Mais du moment que les parents éduquent leurs enfants et leur disent on n'a pas le droit de vous toucher, on n'a pas le droit de te tripoter, on n'a pas le droit d'introduire quoi que ce soit dans ton sexe, parce que même le doigt c'est un viol. Okay. Si vous introduisez un doigt, c'est un viol au sens de la loi. Le doigt, le pénis ou quoi que ce soit, tu viens me dire, ces prédateurs ne couleraient pas des jours heureux. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte d'horméta, de silence. Les enfants n'osent pas exprimer ce qu'ils subissent. Il y a la honte. Et parfois, quand ils le dénoncent, on ne les croit pas. Très malheureusement. Très malheureusement, ceux qui font en sorte que ces actes se multiplient et perdurent. Et je vais aller plus loin. Moi, je me suis rendu compte avec les dossiers que j'ai, que c'est surtout à l'intérieur du pays que les chiffres frôlent, je ne sais pas, la catastrophe. Je ne sais pas si les autres étudiants en droit peuvent aussi rajouter des choses. En tout cas, madame, vous l'avez si bien dit, effectivement, gravissime, ça l'est, ces actes-là. Et c'est bien aujourd'hui de relever tous ces actes malaisants, en tout cas infligés à ces êtres invulnérables. Et moi, je pense qu'il faudrait aussi s'intéresser sur les causes de ces mauvais actes. Moi, je pense que l'une des causes, c'est vraiment avec beaucoup de tristesse que je le relève, mais c'est l'incapacité des parents, sinon des personnes qui sont à la charge de tous ces enfants, de pouvoir apporter un soutien, on va dire, physique et émotionnel à ces enfants-là. Et quand je parle de soutien physique, je fais l'allusion à des moyens financiers qui peuvent permettre aux parents, par exemple, d'envoyer l'enfant à l'école et l'encadrement qu'il faut apporter à ces enfants-là. Et malheureusement, et c'est vrai, les gens me diront qu'il n'y a pas que des enfants issus des familles défavorisées, si je peux les appeler ainsi, qui sont victimes de ce genre de traitement, mais il y a aussi ces parents qui, avec leur emploi bien trop occupé, bien trop chargé, délaissent les enfants et les pauvres enfants, moi je les appelle ainsi parce que ce sont des victimes, les pauvres enfants se laissent aller à tout type de conseils qu'ils pourront accepter de n'importe qui et c'est pas forcément avantageux pour ces enfants-là. Un enfant sur 4 subit des violences sexuelles et même des violences civiles et c'est grave. Et de croire aussi que les violences sexuelles ou encore les maltraitances faites aux enfants sont la 5e cause de mortalité, sinon de l'homicide dans le monde. Et il faudrait vraiment se pencher là-dessus.
Monsieur Jérémy Lemba. La question est très pertinente. D'ailleurs, elle touche mon idiosyncrasie. Mais je voudrais d'abord définir ce que c'est ce qu'on entend par violence sexuelle faite aux mineurs. Okay. Bon, le législateur gabonais et français et sénégalais également ne définissent pas réellement ce que c'est. Mais par contre, le Haut Conseil français de la santé définit les violences sexuelles faites aux mineurs comme étant le fait de forcer ou d'inciter un mineur à prendre part à une activité sexuelle. Alors, vous pouvez vérifier si vous avez des doutes. La demoiselle, oui, le juge peut confirmer également. Voilà, oui, je venais ici. Je ne l'ai pas confirmé. Oui, vous affirmez, c'est ça. Tout dépend de votre appréciation. D'accord. Ici, elle a dit quelque chose. La demoiselle a dit quelque chose de très pertinent. Okay. Très pertinent, notamment la responsabilité qui incombe aux parents. Mais moi, je souhaiterais dire que ce qu'elle a dit est relatif. Okay. Alors, le parent, c'est vrai, doit notamment éduquer son enfant, doit également parler de sexe, comment on appelle ça, aux enfants ou à un son certain enfant. âge. À un certain âge, mais pourquoi pas? Oui, un certain âge. Mais il y a aussi un point très important qui incombe de la responsabilité de l'enfant également. Okay. Parce que le législateur lui définit le mineur, ou le législateur français et gabonais définissent le mineur comme une personne qui n'a pas encore atteint 18 ans. Donc à partir de 16 ans, 15 ans, je pense quand même qu'on peut avoir une petite connaissance ou bien une manière, une bonne petite réaction sur le phénomène. Alors, bon, mais après, l'éducateur, si vous me permettez, l'éducateur en chef, c'est d'abord le parent, c'est d'abord la famille, qui est la première cellule de base, qui est la cellule de base. Le parent, oui, je ne refuse pas. Laissez-moi vous faire comprendre une chose. Okay. On peut amener un cheval à la rivière, mais on ne pourra pas forcer ce dernier à boire. Vous êtes d'accord avec moi? Je voudrais dire quoi par là? Le parent peut inculquer, n'est-ce pas? Il peut tout faire. Il peut tout faire. Il se doit de le faire. Oui, il se doit de le faire. Donner l'éducation à l'enfant. Mais si l'enfant ne pratique pas ou ne met pas en pratique également les recommandations de l'enfant, du parent, je ne pense pas que là on va accuser des parents. C'est vrai, il y a des parents, mais aussi le milieu que nous fréquentons. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'était pour faire comprendre que la responsabilité est partagée. Donc il y a le côté parental et aussi notre côté, donc le côté qui incombe à l'enfant. Donc c'est un peu ce que je voulais arriver à apporter dans ce qu'elle notre côté, c'est pas directement le vôtre en tant que Jérémy Lemba, puisque vous avez dépassé 18 ans. Oui, maintenant. tout à fait. Monsieur Konombe, vous avez des papillons dans le ventre. Oui, bon. Tout ce qui vient d'être dit est bien dit. Je ne peux pas dire mieux. À moins qu'on relève un point. Lorsque j'écoute toutes les personnes ici présentes, elles ont une approche, comment dire, de particulier à particulier, que je respecte. Effectivement, les populations sont responsables. Effectivement, les parents le sont aussi. Les mineurs violés, eux aussi, sont responsables. Mais moi, j'aimerais soulever la responsabilité un peu plus loin, au niveau de l'État. Pourquoi l'État? Le parent qui doit inculquer une éducation à son enfant, lui qui l'éduque, on me dira, c'est son parent. Le parent, donc le grand-père, le parent du parent, qui l'éduque, on dira, c'est arrière-grand-père. Au final, on se rend compte que c'est une affaire publique. L'éducation est une affaire publique, une affaire d'intérêt général. Tout le monde doit s'éduquer. Le problème, c'est que dans cette chaîne d'éducation, qui est censée suivre la progression, l'État. Tout à l'heure, lorsqu'on faisait la remarque sur l'encadrement des enfants, mais il faut reconnaître qu'il y a des enfants qui ne pourront jamais être encadrés. Pourquoi? Eh bien, voyez-vous, c'est difficile d'encadrer un enfant dans un milieu où il n'y a pas d'encadrement. Ça, c'est pas très clair. Qu'est-ce que je veux dire par là? Okay. C'est que moi, je veux bien l'encadrer, mais j'ai des petits moyens. Je ne suis peut-être pas instruit, ou ce que j'ai ne suffit pas à créer une éducation solide à mon enfant. Je vais l'envoyer vers les autorités compétentes pour qu'ils servent, qu'ils fassent leur boulot. Et qu'au retour, j'ai un enfant fort, intelligent, comme il faut. Mais s'il n'y a pas ce cadre, s'il n'y a pas ce mécanisme d'encadrement externe, parce que lorsqu'il a indexé l'environnement, moi je fais allusion à tout ça. Si à l'extérieur, si la mode, si toutes ces choses ne sont pas encadrées, vérifiées, comment est-ce que voulez-vous que ces choses aboutissent? Ça c'est un de mes points de vue. Okay. L'autre, je laisse pour la suite, je ne vais pas monopoliser la parole. Merci bien, Monsieur Konomboé. 90% des adolescentes ayant subi un rapport sexuel forcé ont déclaré connaître l'auteur du premier incident. Ça, c'est en moyenne dans 28 pays disposant des données du sujet. C'est-à-dire que vous pouvez, à un moment donné, vous présenter comme un prédateur pour ces enfants.
puisqu'on se rend bien compte que le mal ne vient pas de loin. Je viens à parler ici des pédophiles. Comment est-ce qu'ils naissent selon vous? Bien, la question est très bien posée. Et là, je veux vous dire que vous m'arrachez les mots de la bouche, parce que c'était ma deuxième préoccupation. Vous pouvez les évacuer. Voilà. La psychologie définit ceci comme un trouble. Un trouble. Une déviance sexuelle. Voici comment est-ce que la psychologie définit ça. Donc pour moi, et ça va m'emmener de plein fouet dans mon idée principale, donc pour moi, j'estime que la France, dans ce contexte, a fait une avancée. Parce que lorsque un mineur est violé en France, le juge cherche à savoir si l'enfant était responsable. Vous faites référence à la France par rapport à la corrélation des textes, c'est ça? Par rapport à l'application. Par rapport à l'application. Pourquoi? Parce que ici, lorsque vous violez un enfant, vous êtes directement vu comme quelqu'un de méchant, un pédéraste. Vous voyez? Mais là-bas, vu qu'ils savent que c'est un trouble, vu qu'ils savent non seulement que c'est un trouble, mais vu qu'ils savent que le mineur aussi a sa part de responsabilité, ils vont chercher à savoir si le mineur en question n'était pas consentant. Voilà. Maintenant, sur les causes des pédophiles, sincèrement, vu que c'est un trouble psychique, je ne saurais pas vraiment vous aider là-dessus. Mais je pense que l'État devrait pouvoir y jeter un œil. On vous reviendra. Quelque chose à dire? On va vous écouter avant de revenir vers Madame Linda. Je voudrais d'abord rebondir à ce que mon ami Godwin disait, qu'il faudrait fustiger les enfants. Moi, je refuse. Désolé, je n'ai pas rechercher la responsabilité du mineur. Merci. Rechercher Monsieur Marvin, vous l'avez si bien dit que la famille est la cellule de base de toute société. Voilà. Tout à fait. La cellule de base. Vous ne me direz pas, d'accord, je prends bien évidemment l'exemple d'un enfant qui est issu d'une famille bien organisée, d'accord, je prends bien cet exemple-là. Moi, je refuse de croire que ces enfants-là sont responsables, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici nous parlons de mineurs. Et le mineur, c'est un individu facilement influençable. Et quand vous parlez par exemple du consentement du mineur, moi je refuse de le croire, parce que le mineur étant facilement influençable non seulement par la société, mais aussi par l'autorité de la personne qu'il a en face de lui. Madame a parlé tout à l'heure de ces prédateurs sexuels qui sont généralement des personnes issues de notre entourage, ou encore ce sont les membres de la famille qui emmènent ces enfants vers ce qu'on appelle ces placements. Et quand vous me dites que le mineur a consenti, je refuse. Nous parlons là du mineur et qui juridiquement ne consent pas. Juridiquement, je parle là du mineur. Donc, je parlais d'une pyramide de responsabilité où à la tête de cette pyramide, je mettais les parents. J'ai soutenu cela, les parents. Et en dessous de cette pyramide, je mettais notamment comment on les appelle, les enfants, et en bas, je mettais l'État. L'enfant qui n'est rien que celui-là qui doit mettre en pratique l'éducation reçue à la maison. C'est vrai, on parle de consentement parce que le législateur définit le mineur comme une personne qui n'a pas encore atteint 18 ans. Mais lorsque je parle de l'applicabilité de l'éducation reçue à la maison, c'est vrai, ils sont influençables. Comme pour dire que, bon, d'accord, maman m'a dit, après 13h, je dois rentrer à la maison. C'est de ça dont je parle. C'est pourquoi je dis que le mineur aussi a une part de responsabilité. Merci. Merci. Alors, Madame Linda, si vous permettez, avant de revenir sur ces interventions, ce qu'a dit Monsieur Konomboé tout à l'heure était quand même fort. C'est un écho fort lorsqu'il dit que les pédophiles, sous d'autres cieux, sont d'abord reçus comme des personnes malades, atteintes psychologiquement. Est-ce que c'est la même chose dans nos tribunaux ici? Dans nos tribunaux gabonais, on part du principe qu'un mineur de moins de 15 ans, qu'il soit consentant ou pas, son consentement est vicié. Parce qu'il n'a pas les attributs mentaux, psychologiques assez établis pour pouvoir prendre ses décisions de lui-même. Donc même si un mineur couche volontairement avec vous, vous êtes punissable d'une peine privative de liberté. Parce que c'est un enfant mineur, qui veut dire qu'il n'est pas conscient de ce qui se passe. Et la minorité, et quand on viole un enfant de moins de 15 ans, ce n'est pas un délit, c'est un crime. Si on suit ce que M. Godwin dit, est très grave. Pourquoi? Ça revient à dire que si une femme porte une mini-jupe, même si elle est majeure et qu'elle se balade à 23h et qu'on la viole, c'est de sa faute. Non, une victime ne peut pas être responsable de ce qui lui arrive. Parce qu'on est victime d'une agression, quel que soit le vêtement que je portais, quel que soit l'âge que j'avais, c'est moi qui étais victime, c'est moi qui étais agressé. Et la faute incombe uniquement à l'agresseur. 2. Dire qu'un pédophile est malade, oui.
Parce que pour être attiré par les enfants, il faut quelque part, il y a un chromosome, quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre état mental. Mais au Gabon, nous n'avons pas encore les structures psychologiques pour prendre en considération ces prédateurs sexuels. Mais comment expliquer qu'un homme qui est âgé de 43 ans ou 50 ans ou plus soit attiré par un enfant pubère, qui parfois n'a même pas de sein, n'a pas de fesses? Comment expliquer ça? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour soigner ces personnes-là? Parce qu'en France, c'est ce qui se passe. Ce sont les impôts qui soignent ces personnes, ces pédophiles. Et malgré le fait qu'en France, on les prenne en considération, ce sont des multirécidivistes. En France, ils n'arrivent même pas à résorber ce problème. Même si le site dit qu'en France, on les prend en considération, ils sont malades. Mais ce sont des multirécidivistes. Et parfois même, ce sont des pédophiles qui deviennent même des pédophiles en série. On a le cas de Marc Dutroux, de Michel Plafronnier, je vais même oublier son nom, qui a violé des dizaines et des dizaines de filles, qui étaient pourtant passées dans les mailles de la justice. Moi, je dis que la tolérance vis-à-vis de ces pédophiles fait en sorte qu'un enfant reste encore en danger. Moi, je suis pour la tolérance zéro vis-à-vis de ces personnes qui portent atteinte au corps d'un enfant. Tolérance zéro. C'est terrible à dire pour un magistrat, mais je suis pour la tolérance zéro. Parce que quand une fois on essaie de traiter les sources de ces pédophiles, il y a souvent deux cas. Soit ils ont été violés eux-mêmes dans leur enfance, donc ils reproduisent parfois ce qu'ils ont vécu. Ça, dans ce cas. Mais généralement, ceux qui le font, ce sont des pédophiles assez jeunes. C'est-à-dire que vous allez voir, par exemple, un garçon de 18 ans qui va s'en prendre un autre de 10 ans, ou un garçon de 20 ans qui va s'en prendre... Mais quand la personne est déjà âgée 43 ans, 44 ans, c'est rare. Ça, c'est une déviance sexuelle. Ou parfois, ils le font aussi pour des pratiques occultes. Il faut le dire. Il faut le dire, effectivement. Il faut le dire. De dire que oui, l'État. Et moi, je pars du principe qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Toute attente de l'État, c'est perdre son temps. Dire, oh, l'État va éduquer. Qui va protéger votre enfant? Moi, parfois, je vais acheter du poisson à la braise. Je donne un exemple. Je vais à Québec acheter mon poisson à la braise, il est 23h. Je vois une gamine de 5 ans qui est assise au sol en train de rester avec sa mère pendant que sa mère vole le poisson à la braise. Ça, c'est normal. Ça, c'est la faute de l'État. Si la gamine de 5 ans est dans un bar avec sa mère qui vend le poisson à la braise, et pendant que la mère est en train de s'occuper des clients, si quelqu'un tire l'enfant, l'amène derrière et le viole, c'est la faute de l'État? C'est ce que je dis. La meilleure personne qui peut protéger son enfant, c'est la famille, c'est le père, la mère et les structures autour. Maintenant, dire tout mettre sur la faute de l'État, je trouve que non. Chacun doit prendre soin de ses enfants et éduquer ses enfants pour que les enfants soient vigilants. Dire que c'est la précarité qui fait qu'on viole les enfants, non. Non. Et un deuxième point que je voulais aussi ajouter, parfois ce sont les professeurs à l'école qui violent les enfants. Sous couvert dans les lycées, dans les collèges. On parle d'harcèlement professionnel. On devrait aussi parler d'harcèlement dans les milieux scolaires. Je tenais à préciser ça. Et dire qu'en aucun cas, une personne qui a été victime d'une agression sexuelle ne peut être responsable des déviances de son agresseur. Excusez-moi, s'il vous plaît. Oui, je disais. Monsieur Lemba, on va prendre cet appel qui est en ligne. Khadija Bakayoko, bonjour. Bonjour Marvin, bonjour Forum Ado, bonjour l'Afrique. Alors chers amis, nous parlons aujourd'hui des violences sexuelles faites sur mineurs et on sait que c'est un fait social qui récurremment a sévi en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on peut retenir s'il te plaît? Merci pour la question. Il faut au préalable dire que en Côte d'Ivoire est considéré comme mineur un enfant qui a entre 0 et 18 ans. Alors pour la question des violences faites aux mineurs, c'est un phénomène assez récurrent dans nos sociétés, surtout en Côte d'Ivoire et dans la majeure des pays africains. Dernièrement ici, une gamine de 3 ans a été abusée sexuellement et a succombé à ses blessures suite à cette violence sexuelle qui a été effectuée sur elle. Il faut dire que ce phénomène est très répandu en Côte d'Ivoire et jusqu'à présent, les politiques n'arrivent pas encore à stopper ces violeurs, ces pédophiles, ces affamés de sexe. Et cela constitue franchement une très grande problématique pour les gouvernements, surtout en Côte d'Ivoire ici, parce que pratiquement 2 à 3 mois, chaque 2 à 3 mois, il y a un enfant qui a abusé sexuellement. La population en a marre et on aimerait que les politiques ivoiriennes se penchent un peu plus sur cette question pour vraiment freiner l'élan de ces pédophiles-là qui ne pensent qu'à satisfaire leurs besoins impulsifs. Khadija Bakayoko, merci cher ami et à très prochainement. Alors on se rend bien compte que... Les pédophiles malades,
c'est des simples cas. Mais il y a des cas plus graves, les sadomasochistes. Eux, leur cas, on ne peut pas. Qui sont-ils? Qu'est-ce que ça veut dire? Les sadomasochistes. Les sadomasochistes ne sont pas des pédophiles. Oui, mais non, mais j'en arrive. C'est des gens qui expriment, c'est des gens qui éprouvent de la satisfaction sexuelle par la douleur. Oui, nous sommes d'accord. Oui, et effectivement, violer un enfant et voir la douleur de cet enfant leur procure du plaisir. Mais ça, c'est un autre cas. Ce que je veux dire, c'est que si c'est une maladie, c'est que le pédophile en question, le pédéraste en question, le fait malgré lui. Moi, je tousse. Quelqu'un va tousser, il ne veut pas tousser, mais il va quand même tousser. Ce que j'essaie de dire, c'est que le pédophile à qui on va imposer une réclusion criminelle, c'est peut-être un grand médecin. C'est peut-être la personne qui, si vous lui aurez donné une chance, aurait pu sauver votre fille malade dans 2 ans. Le pédophile, c'est relatif, mais pourquoi pencher directement du mauvais côté? Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on peut sauver une société en sauvant un individu qu'on a déjà mis dans une catégorie. Quoique cette catégorie soit mauvaise, malsaine, il faut reconnaître que c'est d'abord un individu avec un potentiel, avec des talents. Ça, c'est important. Et je trouve que c'est une paresse nationale et même une paresse individuelle de ne vouloir s'arrêter que sur les actes des individus. Malheureusement, en Afrique, et je lance un message panafricaniste, malheureusement en Afrique, nous ne faisons que ça. Les actes des individus, on s'arrête là. Or, derrière l'acte, il y a un individu, et dans l'individu, il y a des choses qui se produisent. Le droit doit pouvoir en prendre compte. Léon Duguay lui-même disait que les sciences juridiques sont à l'image des sciences sociales. C'est même les sciences sociales. Donc il faudrait pouvoir, à un moment donné, faire les deux. Moi, je ne comprends pas qu'on confond tout. Il y a des circonstances atténuantes. Ok. En droit, on parle de circonstances atténuantes. Dire qu'on ne tient compte que des faits et qu'on réprime sans tenir compte de l'environnement, c'est totalement faux. Je parle en tant que patricienne. On tient compte des circonstances atténuantes, de l'environnement. Il y a des gens qui commettent des meurtres involontairement. Vous avez une voiture, la zone était mal éclairée, vous prenez quelqu'un, on ne va pas vous mettre en prison alors que ce n'est pas de votre faute, c'est un homicide involontaire. Pourtant, il y a une mort. On parlait de tolérance zéro tout à l'heure. Je parle de tolérance. Ne mélangez pas les cas. Je parle d'un pédophile, c'est-à-dire que d'un adulte. Ils sont toujours dessus. Qui est conscient que ce qu'il est en train de faire. Parce que pour qu'une infraction soit constituée, il faut 3 éléments. Il faut l'élément légal, il faut l'élément intentionnel. Ça veut dire que, il faut que la personne, pendant qu'il commettait l'acte, soit conscient que ce qu'il est en train de faire est mal et qu'il continue à le faire. Maintenant, si on me prouve que ce pédéraste, ce pédophile, ce malade sexuel, pendant qu'il le faisait, n'était pas conscient, il était en état de somnambulisme, ok, ou bien qu'il est complètement fou, c'est établi qu'il est fou, je peux comprendre. Mais quelqu'un qui est médecin, qui travaille, qui a une vie sociale, qui communique, qui interagit avec ses pairs et qui sait très bien que ce n'est pas bien de monter sur une petite fille ou un petit garçon mineur et qui le fait, tolérance zéro. Il n'y a aucune circonstance atténuante pour moi vis-à-vis de ça. Et c'est de ça dont je parle. Dire qu'on peut prendre en charge ces personnes, oui. Mais aux États-Unis, par exemple, moi j'allais plus loin que mon jeune confrère qui parle de la France. Aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Ils projettent à ces pédophiles des films d'enfants. Dès que ces personnes ont des érections, on leur envoie des décharges électriques pour faire en sorte que dans leur cerveau, dès qu'ils voient un enfant, ils ne puissent pas avoir une érection. On leur envoie des décharges électriques. Deuxièmement, ces personnes sont interdites de s'approcher des écoles. Ils sont interdits de vivre dans une maison où il y a des enfants. Il y a des restrictions qui sont prises pour empêcher ces personnes de s'approcher des enfants. On va pas simplement leur dire, vous êtes malade, on va prendre soin de vous et vous allez guérir et vous allez réinsérer la société. Non, dans toutes les sociétés, ces personnes doivent être mises à l'écart et ne plus avoir des enfants à leur proximité. Parce que comme vous le dites, ce sont des impulsions qu'ils ont. Il n'appartient pas au magistrat d'être toujours en train de contrôler les impulsions de quelqu'un. On le fait sortir ici, maintenant violer une dizaine de filles. Qu'est-ce qu'on va dire? Oh, on l'a libéré, on l'a juste à libérer, voilà, il est encore venu violer. Non, c'est trop facile. Tolérance zéro pour une personne qui est consciente et qui viole. Implicitement, en prenant le cas des États-Unis, vous avez répondu à ma préoccupation, je ne m'inquiète plus. C'est très bien. Excusez-moi, avant que... Justement,
je dis et je continuerai à dire tolérance zéro pour rejoindre madame. Je vous prendrai un cas. Il s'agit d'une Syrienne de 13 ans, Salima Koudmoula, qui devant la télévision nationale, en tout cas syrienne, disait, enfin c'est un enfant qui a été violé par son beau-père. Cet enfant disait, je préfère mourir. Vous vous rendez compte à quel point l'enfant a été dérangé mentalement? Parce que là, le risque, c'est quoi? Le risque, c'est quoi? C'est que c'est un enfant qui va grandir avec ses séquelles. Cet enfant aura des enfants un jour. Et le risque, c'est de mal aimer ses propres enfants. Et c'est de mettre dans la société des bombes à retardement. Donc je refuse d'accorder des mesures de tolérance à ces prédateurs sexuels qui, d'une manière ou d'une autre, qu'on le veulent ou non, conscient ou inconsciemment, ont détruit la vie d'un individu ou de plusieurs individus. Justement. D'accord, je disais. Voilà comment la vie de l'enfant est détruite à cause de chemin d'un prédateur, va voir sa vie complètement détruite. D'accord, moi je disais, bon, c'est vrai que depuis madame et moi, nous nous entendons pas sur certains points, mais là quand même je vais essayer quand même d'aller dans son osmose d'idées. Alors, nemo sensitur ignorare regem. Nul n'est censé ignorer la loi. Merci de l'avoir dit. Alors oui, j'arrive. Ce n'est pas parce que moi, Jérémy Lemba Godwin, je suis le médecin le plus compétent de la planète que je vais me permettre de violer la loi. Parce que je vais me dire, suite à mes compétences, je serai exempté des mesures coercitives de la loi. Est-ce que vous voyez un peu? Là, honnêtement, je ne suis plus d'avis avec vous, monsieur. Vous voyez un peu la logique, ce que nous essayons de dire, ou bien ce que moi j'essaie de dire pour revenir chez elle, c'est vrai. Ces derniers brisent des rêves. Lorsqu'ils montent sur des petites filles, ils brisent, même sur des petits garçons, ils brisent des rêves. Voilà, ils brisent des rêves. Mais la chose que moi j'essaie de dire depuis le début de l'émission, c'est que c'est vrai, il y a des mesures coercitives appliquées, applicables sur ces derniers. Mais la chose que nous devons essayer de faire, c'est chercher, se comporter comme des médecins. D'accord, monsieur Konomboé a violé mademoiselle Alice de 7 ans, 8 ans. Pourquoi il l'a fait? Est-ce que c'était à des fins non, c'est juste un dire. Pourquoi il l'a fait? Lorsqu'on essaie de regarder s'il a toutes ses facultés mentales assises, d'accord, on peut constater, comme l'a si bien dit Madame la Présidente, ce dernier peut subir des exercices comme par exemple, à chaque fois qu'il regarde une image pornographique sur des petites filles, il subit une décharge électrique. Ça, on va le proposer au tribunal. Voilà, ça c'est aux États-Unis. C'est dans cette optique-là, afin de tuer le mal à la racine. Okay. Est-ce que vous voyez un peu? Mais je ne suis pas contre le fait qu'on puisse sanctionner ces derniers. Mais ce que j'essaie de dire depuis le début, c'est chercher les causes. Et si nous trouvons que ces causes, les sources de motivation de ce dernier, ou de ces derniers sont, comment on appelle, ne sont pas très pertinents, il peut être sanctionné. Est-ce que vous voyez un peu? Il peut être sanctionné aussi radicalement. Il n'y a pas de problème, mais c'est toujours mieux de se comporter comme de médecin, chercher la cause, ainsi de suite, comme dit Madame la Présidente. Excusez-moi, je regarde toujours le système juridique d'autres pays. Lorsqu'on a un accusé, on regarde d'abord pourquoi il l'a fait. Pourquoi? Comme le demande toujours l'avocat de la cour d'assises de Paris, comment il s'appelle? Maître Éric Dupond-Moretti. Il demande toujours au juge de regarder l'aspect psychologique de l'accusé. Est-ce que c'est pas dû à des troubles psychologiques? Est-ce qu'il n'a pas subi tel effet lors de sa naissance? Et là, si ça ressort de là, on peut dire d'accord, circonstances atténuantes, ça va, on remet dans un centre comment on appelle ça, d'insertion. Là oui, mais si c'est un acte posé par mon propre chef, là, il n'y a pas de problème. Madame Linda, dites-nous s'il vous plaît, qu'est-ce qui est mis en œuvre justement pour condamner les auteurs de ces actes? Mais d'abord, lors d'une audience, on a d'abord établi la minorité de l'enfant. On doit d'abord établir la minorité de l'enfant, que l'enfant est mineur, effectivement. Parce que s'il n'est pas mineur, les faits ne sont pas les mêmes. Dès que c'est fait? Une fois qu'on établit que l'enfant est mineur grâce à l'acte de naissance, on doit établir par un certificat médical qu'il y a eu violence, qu'il y a eu rupture de l'hymen, qu'il y a eu des actes sexuels répétés. Et ça, juste il n'y a qu'un gynécologue assermenté, parce qu'il y a des gynécologues qui sont expertisés par la cour d'appel. Okay. Il y a d'autres gynécologues qui sont inscrits dans les commissariats, qui peuvent analyser le corps de l'enfant. C'est pourquoi je dis, je reviens là pourquoi? Pour expliquer aux parents que quand vous êtes au courant que votre enfant a été violé,
tout de suite, il faut amener l'enfant chez le gynécologue. Tout de suite, il faut prendre les documents qui prouvent que l'enfant est mineur. Ensuite, la procédure prend son élan. Il va être auditionné par le procureur qui, s'il voit que les faits tiennent, parce que parfois, des faits qui ne tiennent pas, hein, parfois ce sont des dénonciations calomnieuses. On veut nuire à la personne au moment qu'il a violé l'enfant et après on se rend compte que c'est totalement faux. Une fois que l'acte de naissance est joué en dossier, on a le certificat médical qui prouve qu'il y a eu rupture de l'hymen, on envoie l'affaire au juge d'instruction qui va confronter, qui va écouter. Parce qu'il arrive que devant le commissariat, le prévenu reconnaisse les faits, devant le juge d'instruction, il nie, et ensuite devant la cour d'assises que nous appelons ici cour criminelle, ils reconnaissent les faits. Une fois que les faits sont établis, que nous avons écouté la victime, que nous avons écouté les témoins, que nous avons écouté le présumé coupable, la personne risque 15 ans à la réclusion à perpétuité. Hein. C'est ça. Et je veux aussi rebondir sur ce que le jeune confrère a dit quand il voulait dire que parfois il y a des mineurs qui sont consentantes. Nous assistons à un fléau en ce moment dans notre État, et je pense que c'est peut-être à ça où il voulait faire référence. Des jeunes filles pour des biens matériels vont coucher avec des hommes volontairement. Elle a 15 ans, 16 ans, elle veut le dernier iPhone, le monsieur le lui propose, et malgré l'éducation que ses parents lui ont donnée, elle peut aller le faire. Mais ce que je tiens à dire sous cette antenne, c'est que même si elle-même elle a allé, elle s'est déshabillée, elle a dit fais-moi pour l'iPhone, le monsieur encourt une peine privative de prison comme n'importe quel prédateur sexuel. Que la mineure ait été consentante ou pas. Du moment qu'elle est mineure, on parle du moment, on parle du principe que il devait savoir. Parce qu'il y a d'autres personnes qui nous disent oh je ne savais pas qu'elle était mineure vu ses formes. Non. C'est pourquoi il a dit tout à l'heure que je suis médecin. Donc j'essaie de dire à toutes les personnes, même si vous sentez une jeune fille, elle est belle, demandez les pièces de la personne. Parce qu'on peut tous tomber dans ce piège. Vous voyez une jeune fille qui a les formes, qui a les fesses, vous dites ah c'est bon, c'est une grande femme, vous y allez. Elle est mineure, elle a moins de 15 ans, mais vous êtes poursuivable. On ne tiendra pas compte parce que nul n'est censé ignorer la loi. Et on estime que cette jeune fille, même si elle a été provocante, elle a été consentante, elle n'est pas apte psychologiquement à prendre la mesure des actes qu'elle pose. Parce que c'est facile de dire qu'elle est responsable. Elle n'est pas responsable, elle est mineure. Du moment qu'on est mineur, on n'est pas responsable. Donc, même si en France, il y a une adaptation qui a été faite sur le fait que si le mineur est plus ou moins consentant, il y a des circonstances atteignantes, au Gabon, nous n'en sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore là. Dès que vous avez eu un rapport sexuel avec une enfant mineure, c'est déjà une peine de prison. Maintenant, quand encore moins de 15 ans, c'est un crime. Il faut faire la distinction entre le crime et le délit. Et quand c'est un crime, vous risquez la perpétuité ou la réclusion criminelle à temps. C'est compris. On va prendre cet appel en ligne. Eden, bonjour. Salut Maving, alors je suis super contente de te retrouver une fois de plus à cette autre édition. Eden, nous parlons aujourd'hui des violences faites sur mineurs et si tu nous présentais la situation au Cameroun. Violences faites aux enfants. Ici au Cameroun, c'est un sujet qui attire l'attention de plus d'un Camerounais. Les croisades sont faites, question de sensibiliser non seulement les parents, mais aussi les enfants. D'ailleurs, une conférence a été tenue du côté de l'Est Cameroun, c'était le 29 mars 2019, question de parler de ces cas spécifiques de violences faites aux enfants. Même s'il est vrai que les statistiques ne sont pas vraiment formelles, question de prouver réellement qu'il existe des cas palpables de violences sexuelles ou alors de violences mentales ou aussi de violences physiques faites aux enfants. On se souvient de cette histoire un peu trop triste, Maving, qui a fait le chou gras de la presse camerounaise. C'était l'histoire de la petite Virginie vivant à Balmayo. Voilà, c'est au sud du Cameroun. Cette petite fille qui s'est faite violenter sexuellement par deux pasteurs. Tout cela juste pour prouver la gravité de cette situation ici au Cameroun, la gravité de cette situation un peu de partout dans le monde. Voilà. Merci Eden et on se dit à très bientôt. Alors puisque le temps court un peu plus vite que nous, comment peut-on prévenir les cas de viol, mademoiselle Reine Flora? Alors, madame relevait tout à l'heure toutes ces mesures
coercions qui sont mises en place pour pouvoir éradiquer ce phénomène. Et moi, j'en appelle plutôt aux politiques sociales de pouvoir multiplier des mesures de prévention qui doivent être l'une des priorités, c'est-à-dire l'encadrement de nos enfants et donner la possibilité à ces enfants de connaître leurs droits, mais aussi de mettre en application leurs droits. Donc la multiplication des mesures de prévention, de sensibilisation serait déjà un bon pas vers l'éradication de ce phénomène. Monsieur Konomboé, qu'est-ce qu'on retient pour vous? D'accord. J'aimerais d'abord préciser que nous ne sommes pas là pour apporter des réponses, mais seulement pour pousser les gens à se poser des questions sur les réponses que l'on nous donne. Il faudrait pouvoir interpeller les gens sur certaines choses. Si au début, j'ai peut-être paru agressif, c'est justement pour pouvoir faire sortir cette lumière que nous sommes en train de dégager. Comme on dit, suite au débat, la lumière jaillit. Nous sommes dans la même chose, merci. Donc voilà, de la discussion jaillit la lumière. Moi, mes préventions, on est peut-être là à court d'idées, mais déjà, comme disait ma collègue à côté, la publicité, mettre les gens au contact des lois, c'est déjà une bonne chose. Nous, on est censé ignorer la loi, autant faire en sorte que réellement personne ne l'ignore. Monsieur Jérémy Lemba. Merci. Bon. Au début, cette thématique, c'est une thématique vraiment qui a touché l'idiosyncrasie de tout le monde. On a vu comment tout le monde a essayé, tout le monde a essayé de se... Qu'est-ce que ça veut dire? L'hypersensibilité de chacun. C'est très bien. Voilà, on a vu comment chacun a essayé de se défendre. Alors, moi, ce que je pourrais proposer, c'est élaborer une pyramide. Pas la pyramide de normes de Kelsen, non, mais par contre, une pyramide de responsabilité. Où au sommet de la pyramide, je mettrais le parent. Donc, la cellule de base, inculquer les enfants des très bonnes, comment on appelle ça, des très bonnes éducations, parler de sexe aux enfants, les conséquences du sexe, et ensuite, l'enfant également. L'enfant doit essayer de mettre en pratique ou en avant-première les recommandations reçues de la maison. Et en deçà, donc à la base de la pyramide, je mettrai l'État, comme elle disait très bien, des politiques sociales, toujours qui pourront faire et organiser des campagnes de sensibilisation dans des quartiers, dans des établissements secondaires, ainsi de suite, afin de parler de sexe aux enfants, afin de montrer aux enfants vraiment les dangers qu'ils encourent. Moi-même, d'ailleurs, je suis président d'une association à caractère juridique. C'est le travail que je fais au sein de mon association. Présenter aux enfants dans les établissements secondaires et primaires et dans les quartiers les lois, également ce qu'ils doivent faire, comment se comporter, ainsi de suite. Donc, c'est au sommet de la pyramide de mon escalade verbale que je dirais encore merci au plateau Label TV. Merci Monsieur Godwin, Madame Linda Bongo, vous êtes substitut du procureur auprès de la cour d'appel. Il n'est pas plaisant pour vous de recevoir ou sinon d'enregistrer à chaque fois des cas de viol. Qu'est-ce que vous préconisez? On vous écoute. Moi, dans un premier temps, je préconise la sensibilisation au niveau des parents et des enfants. Et deuxièmement, la création d'un fichier. Ceux qui ont été condamnés pour pédophilie, ceux qui ont été même soupçonnés de tentative de pédophilie, la création d'un fichier de prédateurs sexuels auquel tout le monde pourra avoir accès sur Internet. Avec des noms et des visages? Avec des noms et des visages. C'est déjà faux aux États-Unis. Hein. C'est-à-dire que vous arrivez dans un quartier, vous pouvez consulter. Au niveau du carrefour, il y a un gars qui a déjà violé une fille de 15 ans. Toute la population est déjà au courant. Et au moins on est protégé. On sait qu'il y a un prédateur sexuel qui habite dans les parages. C'est vrai que c'est horrible parce que quand on a déjà purgé sa peine de prison, on doit pouvoir se réinsérer dans la société. Mais généralement, je vous assure, toutes les études que j'ai lues, ces personnes sont des récidivistes en puissance. Ils récidivent toujours. Donc la création d'un fichier où on peut avoir la tête, le nom, l'identité de ces prédateurs sexuels pendant au moins, je sais pas, on peut les condamner à être dans ce fichier pendant 5 à 10 ans. Et après, si pendant 10 ans ils se sont bien conduits, on retire leur nom du fichier. Troisièmement, l'établissement d'un numéro vert où
les victimes peuvent appeler anonymement, dire, dénoncer, et pour qu'un service social puisse venir enquêter secrètement. Parce que parfois, ces victimes n'ont personne à qui parler. Elles n'ont personne de proche à qui parler. Alors que si ils ont un numéro vert gratuit où elles peuvent appeler, avoir un psychologue à l'autre bout de la ligne, ou un magistrat, ou des bénévoles, ou je ne sais pas, quelqu'un au bout de la ligne pour écouter, noter ce qu'elles ont à dire, ça pourrait faire avancer les choses. Et quatrièmement, légiférer sur l'harcèlement sexuel en milieu scolaire. Parce que c'est seulement en 2016 qu'on a parlé d'harcèlement sexuel au niveau professionnel. Vous n'avez pas idée de nombre d'élèves, de nombre d'étudiantes qui viennent me voir dans mon ONG, qui me disent qu'elles sont victimes de ces harcèlements. Si tu ne couches pas avec moi, tu n'auras pas de bonnes notes. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ceci. C'est horrible. Donc il faut tabler, il faut qu'on légifère sur l'harcèlement en milieu scolaire pour faire reculer ces prédateurs qui sont parfois dans les écoles même. Nous leur confions nos enfants pour qu'ils fassent des cours à nos enfants. Et c'est eux qui veulent faire, comme on appelle à l'époque médiévale, le droit de cuissage sur nos enfants. Et ce sont des parents, Madame Linda? Ce sont des parents qui font ces choses? Donc c'est ça mes solutions, la sensibilisation, l'établissement d'un fichier où on peut avoir accès au nom et à l'identité des prédateurs sexuels existants au Gabon ou ayant déjà commis ces crimes, un numéro vert gratuit où les victimes peuvent appeler et dénoncer les violences dont elles sont victimes. De façon anonyme. De façon anonyme. Et puis après, si on se rend compte que c'est répétitif, une équipe sociale peut se déporter sur les lieux. Et cinquièmement, légiférer sur l'harcèlement en milieu scolaire qui est vraiment gravissime, qui est même plus grave que l'harcèlement en milieu professionnel. Madame Linda, merci à vous. Merci. C'est moi qui vous remercie. Nous étions avec Mademoiselle Donga Louren. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous remercie. À votre gauche, un monsieur très élégant, monsieur Konombo Animba. Merci d'avoir été des nôtres. Merci aussi à vous. Le message est passé. Monsieur Lemba Jérémy, c'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci. Merci bien. Chers téléspectateurs, merci à vous. C'est près d'une cinquantaine de minutes que vous avez tenu sur les antennes de la Belle Télévision et Radio dans votre programme qui s'occupe des questions des jeunesses faites par des jeunes. On vous donne rendez-vous sur Facebook. Le débat continue. Sur ce, bonsoir chez vous.